Une meilleure organisation du travail du gouvernement et ses rapports avec le Parlement. C'est la nouvelle dynamique de l'exécutif burkinabé qui était en séminaire ce 11 mars 2019. Il est question d'harmoniser les actes de l'administration publique pour plus de résultats dans la mise en œuvre des programmes du gouvernement. Plus d'explications à suivre dans quelques instants. Comment relancer la production cotonnière au Burkina Faso? La filière a connu une baisse considérable avec 13 000 tonnes de moins dans la production cette année. Une situation qui amène les acteurs de la filière coton à se concerter à Ouagadougou. Les enjeux de la rencontre à suivre dans ce journal. À l'étranger, c'est un coup de tonnerre qui vient de se produire en Algérie. Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat présidentiel. Cette annonce est faite dans un contexte de mouvement de contestation organisé ces derniers jours contre la candidature du président sortant âgé de 82 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que le président du Faso a reçu ce soir les conférenciers du colloque sur les centenaires de la Haute-Volta. À Roquemar Christian Kaboré, les conférenciers ont fait le point des débats. Ils traduisent également leur reconnaissance au chef de l'État pour son soutien à l'organisation de ce colloque. On fait le point de l'audience avec Pascal Kani. Plus que quelques heures et les conclusions du colloque international sur le centenaire de la Haute-Volta seront livrées. Mais en attendant, cette délégation des conférenciers de ce colloque est là pour remercier le président du Faso pour son implication personnelle dans l'organisation du colloque, mais aussi son intérêt pour la promotion des sciences sociales au Burkina Faso. Occasion aussi de parler avec le président du Faso de la suite qui sera donnée aux résultats de ce colloque. Nous allons éditer les actes de ce colloque sous la forme d'un ouvrage. Supposons que ça sera un ouvrage de référence. Et par la suite, je tiens à vous préciser que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, sur la base de notre requête, s'est engagé à nous appuyer pour des recherches futures sur les problématiques liées à l'histoire précoloniale, à l'histoire coloniale et à l'histoire postcoloniale, et en vue de pouvoir réaliser une synthèse, un document synthétisant l'histoire de notre pays. C'est demain dans la soirée qui prendra fin ce colloque international sur le centenaire de la Haute-Volta, un colloque qui a mis l'accent sur la recherche des moyens de consolider l'État-nation et le vivre ensemble au Burkina Faso. L'organisation du travail gouvernemental et les relations entre l'exécutif et le gouvernement et le législatif, voici les deux sujets sur la table du séminaire gouvernemental tenu ce 11 mars au palais de Kosiam. L'ambition, c'est de parvenir à plus d'harmonie dans les actes de l'administration publique pour plus de résultats dans les programmes du gouvernement burkinabé. Urbain Benito Somé et Vincent Tchendrebigo. Au palais de Kosiam ce matin, les ministres sont réunis autour du chef de gouvernement Christophe Dabiri. Deux points essentiels sont à l'ordre du jour. Une réorganisation du travail du gouvernement et les relations entre l'exécutif et les autres institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale. Il s'est agi effectivement donc de parler de l'harmonisation du travail gouvernemental et quand entendu, vous l'avez suivi. Il y a eu le gouvernement qui a été recomposé et tout ça, donc il y a de nouveaux qui sont rentrés, il faut leur expliquer le B.A.B.A. de ce travail-là. Le second étant donc le rappel sur la responsabilité du gouvernement vis-à-vis du Parlement. C'est ça donc on a essayé de voir, on a regardé, communiqué pratiquement sur le travail gouvernemental, sur la diplomatie, la coopération, sur le gouvernement avec ses relations, dans ses relations donc avec les institutions du pays. On a un certain nombre de choses aussi tendant à parler de la communication gouvernementale. La réunion qui a duré 5 heures est élargie aux secrétaires généraux des différents départements ministériels et des institutions. L'objectif visé étant d'insuffler une nouvelle dynamique aux actions de l'exécutif. Ce qu'on veut atteindre ici, c'est la rapidité dans la réalisation du PNDS ensemble, en fait c'est ça. Et puis que l'on ait aussi une harmonisation de comment présenter un rapport en conseil de cabinet, en conseil de ministre. L'intérêt de tout ça, c'est la dynamique que l'on veut insuffler effectivement du travail pour chaque membre du gouvernement, chaque ministre. Une
nouvelle dynamique pour de meilleurs résultats, telle est la visée de la nouvelle équipe gouvernementale entrée en fonction depuis seulement un mois. À la primature, le chef du gouvernement a reçu cet après-midi le président du groupe Afrique subsaharienne de BNP Paribas. Avec Patrick Pithion, l'entretien a porté sur les changements opérés au sein du groupe bancaire propriétaire de la BCAB. D'autres projets de cette banque au Burkina Faso ont également été évoqués à cette audience. Le point avec Jean-Eudes Bayala et Pascal Kané. Il y a des changements à la tête du groupe bancaire français BNP Paribas. Le nouveau président du groupe en Afrique subsaharienne vient se présenter au Premier ministre et lui parler de ses projets pour le Burkina Faso. Naturellement, c'est l'occasion pour le président du groupe d'évoquer avec le Premier ministre les relations entre sa banque et l'État burkinabé, une relation qu'il estime bénéfique pour toutes les parties. Nous travaillons avec l'État et pour l'État, d'abord en portant une part non négligeable de la dette publique qui est émise par l'État. C'est un devoir citoyen que nous remplissons bien volontiers, car la dette de l'État burkinabé est une dette de grande qualité, très prisée. Nous travaillons également sur les opérations plus bilatérales avec des grandes institutions d'État dans lesquelles nous faisons des montages financiers particuliers. Le plus récent, je pense qu'on peut le citer, c'est une opération avec le Fonds spécial routier pour donner de la liquidité au Fonds spécial routier, lui donner des marges d'investissement accrues. Le président Afrique subsaharienne de BNP Paribas est en tournée dans la sous-région pour expliquer les changements opérés au sein du groupe et ses ambitions. Autre point de l'actualité avec ce chiffre, la production cotonnière est passée de 613 000 tonnes l'année écoulée à 600 000 tonnes cette année. C'est une baisse considérable selon les principaux acteurs de la filière qui se concertent depuis ce matin à Ouagadougou. Ils mènent la réflexion sur la relance de la production cotonnière au Burkina Faso. L'ouverture des travaux avec Yacouba Gamene et Ernest Kambiri. Qualité des intrants. Infestation parasitaire sévère, pluviométrie capricieuse, crise de leadership ou encore boycott constaté de la production dans certaines zones, la filière coton du Burkina va mal. Des contraintes qui impactent négativement sur les rendements au champ et qui ont pour conséquence directe une chute libre de la production nationale. Un peu plus de 600 000 tonnes cette campagne qui s'achève contre 613 000 tonnes la campagne écoulée. Une production en deçà des objectifs et qui préoccupe. Nous avons seulement constaté que depuis un certain temps, la production est en baisse. C'est principalement lié à la productivité, c'est le rendement qui est en baisse. Sinon, nous pensons que nous avons souvent les superficies nécessaires pour toujours maintenir notre place, mais c'est le rendement qui baisse. Donc c'est pour dire qu'il y a un problème de fond qui est posé sur l'application réelle de l'itinéraire. Et donc nous pensons qu'il faut revoir avec tous les acteurs, chacun à ce qui le concerne, quelle serait sa contribution aujourd'hui pour que nous puissions relever ce rendement. Réunis à Ouagadougou, les acteurs vont poser le diagnostic de la situation des contre-performances et proposer des actions et mesures consensuelles et essentielles pour rebondir et relancer durablement la machine de production. Cette situation pérennisante nécessite dans un premier temps de s'interroger sur les contraintes réelles qui affectent la productivité des exploitations cotonnières et la production, afin de trouver des réponses adéquates à court terme et dans un second temps de définir des stratégies pertinentes à moyen et long terme permettant d'améliorer durablement les performances agronomiques et socio-économiques de la filière cotonnière. Identifier les meilleurs angles d'attaque à même d'assurer une relance durable de la production et repositionner le Burkina sur l'échiquier africain. Les acteurs devront à ce rendez-vous se mettre d'accord pour diagnostiquer la filière afin de relever les défis actuels et futurs. Et puisqu'on parle de promotion du coton burkinabé, très prochainement, le paille Faso d'Anfani sera plus visible sur votre petit écran à travers les présentateurs de la chaîne nationale. L'annonce est faite par le directeur général de la RTB à l'issue d'une signature de convention avec les responsables de la filature du Sahel. Et c'était ce matin à Ouagadougou, une cérémonie marquée par la remise de 700 pailles Faso d'Anfani à la RTB. Nous voyons cela avec Konsun Koulibaly et Inoualko Janine Kambiri.
Sur ce poster géant de la RTB, deux présentateurs vedettes, Jean-Emmanuel Ouedraogo et Peggy Ouedraogo, habillés en façon d'Anfani. La RTB, plateforme d'information, de communication, se veut aussi être un canal de promotion de la culture nationale au-delà de nos frontières. Filsa, la filature du Sahel l'a bien compris. Elle offre cette campagne façon d'Anfani à la RTB pour œuvrer à faire connaître ses produits. Tout le monde regarde son journal à 20 heures au moins par jour, aussi bien au pays qu'ailleurs. Il est important de saisir cette opportunité-là pour permettre aux gens de voir et d'identifier ce qui se fait dans le pays et pour encourager les uns et les autres à s'y adonner ou à soutenir, en tout cas à en faire la promotion, parce que ce sont des voies de développement. Le façon d'Anfani, dans toute sa diversité et sa splendeur, n'a plus de secret pour Filsa, doué dans la transformation du coton et installé à Bobo-Dioulasso depuis 1997 et officiellement fonctionnel depuis 2000. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli ce partenariat-là avec Filsa, qui fait déjà une première phase dans la transformation de notre coton. Et comme vous savez, la télévision nationale, la radio nationale, ce sont des vitrines de notre pays et je crois que l'exemple également doit venir à partir de ces vitrines-là. L'Association des industries de la mode veut aider la RTB à avancer dans le domaine de la mode. On voit que vous avez signé avec Filsa qui vous donne les tissus. Donc nous, on sera chargé de rendre ces animateurs, ces journalistes plus beaux parce que voilà, nous, notre but, c'est de confectionner et les habiller. Filsa a une capacité actuelle de 5 000 tonnes et passera à 10 000 tonnes dans un proche avenir et rassure quant à la disponibilité permanente du fil. Intéressons-nous à présent à ce projet qui vise à révolutionner la filière riz au profit de 50 000 producteurs dans la région du Centre-Est. Vendre du riz de qualité pour de meilleurs revenus, c'est l'intitulé de ce projet dont le lancement officiel est intervenu le 7 mars dernier à Tenkodogo. Il est financé à près de 2 milliards de francs CFA par l'AGRA, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Désiré Ilboudo, Yaya Alpha Traoré et Ibrahim Sanou. Chaque année, le Burkina importe près de 460 000 tonnes de riz. Pour réduire ce gap de 70% des besoins en riz, le projet Selling Quality Rice for et Bitter Ecom est lancé ici à Tenkodogo. Il vise à renforcer et à soutenir la chaîne de valeur risicole pour la rendre compétitive et inclusive au profit de 50 000 petits producteurs de la région du Centre-Est. Le Burkina Faso a une facture d'environ 80 milliards de francs CFA par an pour les opérations d'importation. Donc l'idée de ce projet-là, c'est de s'appuyer sur les investissements déjà réalisés par le gouvernement, notamment le pôle pilote de Bagré et tous les bas-fonds qui sont aménagés, afin d'apporter aux producteurs les variétés qui sont demandées par le marché, de travailler avec les transformateurs pour les mettre à niveau, à travers un fonds à coût partagé qui va leur permettre de s'équiper, et de travailler avec les commerçants pour avoir des contrats de contractualisation qui vont permettre d'enlever le riz local. Accroître les revenus des acteurs de la filière riz dans cette partie du Burkina est vu comme du pain béni pour le ministère de tutelle. Ce projet a une très grande importance pour mon département, dans la mesure qu'il va toucher 50 000 producteurs. Ce projet va arriver à produire près de 125 000 tonnes de riz paddy, soit 70 000 tonnes de riz décortiqué. Ça va réduire beaucoup les importations de riz. Et également, ça va créer beaucoup d'emplois. Ce projet est estimé à près de 2 milliards de francs CFA et prend en compte tous les maillons de la chaîne de valeur riz de sa zone d'action, à savoir les Boulgou, les Kouritenga et les Koulpelogo. Retour à Ouagadougou où commence une autre semaine au tribunal militaire avec l'audition des témoins dans le cadre du procès du putsch de 2015. À la base ce lundi, l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo, témoin privilégié des événements, il a joué la carte de l'apaisement avant de livrer sa version des faits. Le point de son audition avec Draman Guéné et Zouavia David Dabiri. Un témoin privilégié pour paraphraser le parquet militaire, l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo est à la barre ce matin. Médiateur lors des crises qui ont émaillé la transition, il est sollicité dans la soirée du 16 septembre 2015 par la hiérarchie militaire pour tenter de désamorcer la crise née de l'arrestation des autorités par les éléments de l'ex-RSPI.
Après une déclaration liminaire aux allures de plaidoyer pour la réconciliation nationale, il avoue avoir pris part à une réunion de sortie de crise le 16 septembre 2015 au ministère de la Défense sur invitation du général Pegrenoma Zagré. Réunion au cours de laquelle le général Gilbert Diendéré expose les griefs justifiant l'arrestation du président Michel Kafando et de son gouvernement. Des griefs politiques précisent l'ancien président qui ajoute « Le général a demandé à la hiérarchie militaire d'assumer le coup et le refus a été net. Nous pensions à un mouvement d'humeur. Nous avons donc demandé au général Diendéré de libérer les autorités, maintient le témoin. » Mais face à l'intransigeance du général Diendéré, une délégation composée du général Pegrenoma Zagré, du colonel-major Alassane Mounet, du monseigneur Paul Ouedraogo et du témoin lui-même rencontre les militaires de l'ex-RSP. Ils nous ont menacés et même le mot coup d'État y a été prononcé. Nous avons donc décidé de rebrousser chemin, regrette le témoin du jour. Pourquoi dès les premiers moments n'avez-vous pas procédé à l'arrestation du général Diendéré comme il l'éclame? À cette question du parquet militaire, le témoin s'exclame « Ça c'est du roman ça ». L'assistant s'esclave, le témoin poursuit « Qui pouvait l'arrêter en ce moment? Nous étions dans la gueule du loup, soupire l'ancien président ». Le parquet militaire s'engouffre dans cette brèche et tente de rappeler certains pans de la déposition du général Diendéré en vue de susciter la réaction du témoin. Le procédé offusque les avocats du général qui dénoncent une tentative du parquet de dresser le témoin contre leur client. Le président du tribunal recadre les débats. Le témoin déclare qu'après la réunion du 16 septembre 2015, il est sollicité par le général Diendéré dans l'après-midi du 29 septembre pour intercéder auprès du général Zagré en vue d'éviter le bombardement du camp Nabakoumdu. Peine perdue, les premiers obus sont tombés sur le camp parce qu'il y avait des irréductibles, déplore le témoin. Et comment le général Diendéré s'est-il retrouvé à l'annonciature, relance le parquet militaire. Selon l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo, après le premier bombardement, le général aurait tenté de trouver refuge à l'ambassade des États-Unis et c'est suite au refus de l'y recevoir que la proposition de l'annonciature a été faite. Appelé à la barre pour opiner sur la déposition du témoin, le général Diendéré la juge sincère et honnête au grand étonnement de maître Prosper Farama. L'avocat des partis civils se dit surpris qu'après des jours passés à charger l'ancien président à la barre, le général Diendéré se rétracte ce soir. L'attitude du général Diendéré est très décevante, regrette-t-il. L'audience reprend ce mardi 12 mars 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Mettre en œuvre un projet requiert souvent une connaissance sur les techniques de l'entrepreneuriat. Et c'est tout le sens de la séance d'information organisée au profit de 8000 jeunes porteurs de projets. À terme, les meilleurs projets seront retenus et les porteurs de ces projets seront accompagnés dans leur réalisation. L'initiative est du projet Emploi des jeunes et développement des compétences en collaboration avec la maison de l'entreprise. Issa Kafando et Moumouni Soubega. Ils sont tous détenteurs de projets de création d'entreprises et candidats à la compétition des plans d'affaires 2019. Ce 11 mars, ils sont conviés pour une session d'information sur la compétition. Une initiative du projet Emploi des jeunes et développement des compétences pour accompagner ces jeunes dans la création d'entreprises. Et la compétition du plan d'affaires effectivement, donc, vise effectivement dans un premier temps à doter donc les jeunes, dit en tout cas d'une culture entrepreneuriale. Mais la suite, c'est qu'un certain nombre de jeunes donc, sont sélectionnés, effectivement ceux qui ont donc les meilleures idées donc, de projets, pour effectivement donc, être accompagnés techniquement pour donc, le montage d'un plan d'affaires. L'autre volet, c'est l'accompagnement financier. La maison de l'entreprise du Burkina Faso est l'un des acteurs clés du projet. Pour sa mise en œuvre, elle assure la formation et la mobilisation des ressources. Il y a dans le cadre de ce projet plus de 8000 jeunes qui ont été retenus, à qui on demande de réfléchir sur ce qu'ils veulent faire comme affaire. Il faut leur donner les outils nécessaires pour les accompagner à monter ce plan d'affaires. Les partenaires financiers regardent cela aussi pour vous donner l'accompagnement financier dont vous avez besoin. Les jeunes non scolarisés et les jeunes diplômés détenteurs du projet constituent la principale cible. Les valeurs de prix sont de 750 000 et de 2 500 000 francs CFA selon la catégorie. Les lauréats de la compétition des plans d'affaires 2019 seront connus à partir du mois d'août 2019.
On reparle de la journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars dernier. Les femmes du mouvement du peuple pour le progrès de l'arrondissement 12 de Ouagadougou l'ont célébré en différé hier dimanche. Et relativement au thème du 8 mars au plan national, les femmes du MPP s'engagent à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, sans oublier le travail à faire pour un second mandat de Rochmar Christian Kabouré. Oscar Soulama et Zalissa Sanfo. Les femmes du mouvement du peuple pour le progrès MPP, section de l'arrondissement numéro 12 de Ouagadougou, dans un instant de réflexion, d'échange et de partage avec le président de l'Assemblée nationale sur leur contribution à l'édification d'un Burkina de sécurité, de paix et de cohésion sociale. C'est la 162e journée internationale de la femme qui est ici célébrée en différé. Des instants pour commémorer, pour célébrer et réfléchir sur leurs conditions qui n'ont pas occulté les ambitions politiques de ces femmes du MPP de l'arrondissement numéro 12. Donc nous on appelle les femmes à l'union, à la solidarité et pour la paix au niveau du Burkina Faso en particulier et en général au niveau de l'arrondissement 12. Pour qu'ensemble, s'il y a la paix, pour qu'on puisse accompagner notre président. Même ambition, affichée ici par le parrain, qui voit aussi en cette mobilisation des femmes un soutien de taille pour les échéances électorales de 2020. Je repars combler cet après-midi parce qu'il m'a été donné de voir non seulement la mobilisation, et également l'engagement des femmes de l'arrondissement 12 de toujours continuer à soutenir les MPP et de travailler de telle sorte qu'en 2020, le président soit réélu au premier tour. Cette célébration en différé a été aussi la tribune de doléances et de promesses pour l'arrondissement numéro 12. L'épouse du chef de l'État promet des toilettes publiques. Le maire de la ville de Ouagadougou, lui, une maison des femmes. Et les députés présents, une maison des jeunes. Quant au président de l'Assemblée nationale, il promet d'équiper ces deux maisons, les rendre utiles et profitables à tous. Autre point de l'actualité, nous mettons le cap sur le sud-ouest pour un point sur la méningite qui sévit actuellement dans la région. Sur les 5 districts sanitaires que compte cette région, 4 sont au seuil d'alerte avec plus de 100 cas de méningite déjà enregistrés. Et dans le but de circonscrire la maladie, des actions de sensibilisation sont menées sur le terrain. Constat avec Bernard Kombelem et Gesbego Dimitri Badini. La situation méningétique dans la région du sud-ouest est au stade d'alerte. Plus de 100 cas sont détectés, notamment dans les districts sanitaires de Gawa, de Batié et de Dano, et des mesures sont mises en place pour circonscrire la pathologie. Actuellement, il y a la collecte active des données. Ça veut dire qu'il y a une notification qui est faite au niveau des formations sanitaires. Ils transmettent ces données à notre niveau. Nous faisons une compilation, on envoie au niveau central. Il y a un retour de l'information depuis le niveau central jusqu'au niveau régional et on retourne ça jusqu'au niveau des formations sanitaires. Au centre médical de Gawa, 3 cas ont été reçus depuis le début de l'année et actuellement un nourrisson en provenance de la Côte d'Ivoire est suspecté d'être atteint de la méningite et mis en observation. Pour le cas présent, c'est un enfant de 12 mois, c'est un enfant qui vient de Doropo. Quand ils sont arrivés ici, nous avons suspecté la méningite. Et là, nous avons procédé aux différents prélèvements, notamment le liquide céphalo-rachidien, et les prélèvements sont en cours d'analyse au niveau de notre laboratoire. Si un enfant fait une forte fièvre, voilà, ou un enfant qui convulse, s'il a eu des convulsions, ou un enfant qui n'arrive pas à bien tenir la tête, on sent que sa tête là, il y a une raideur cervicale. Voilà, donc c'est des signes qui font suspecter la méningite. Et pour venir à bout de la pathologie, les populations doivent jouer leur partition, notamment se protéger contre le vent sec et la poussière en cette période d'harmattan, propice à la transmission de la maladie. Les éternuements et la toux, c'est des situations qui peuvent transmettre la pathologie à une autre personne. Demander de toujours faire un recours précoce en cas de maux de tête, en cas de malaise, en tout cas quelque chose, vomissement ou corps chaud, il faut toujours recourir au centre de santé et éviter de prendre les médicaments de la rue ou tout autre médicament
qui pourraient aggraver la situation. Des cas de décès sont signalés, mais la région du Sud-Ouest n'est pas en situation d'épidémie de la méningite. Ainsi, le directeur Albert Yen rappelle que la prise en charge est gratuite et invite les uns et les autres à se rendre au centre de soins dès les premiers signes de la maladie. Une autre maladie contre laquelle la lutte peut se mener à travers la sensibilisation, c'est bien l'hépatite B. En plus de la sensibilisation, le dépistage et la vaccination sont des moyens efficaces contre cette maladie, dont l'une des cibles est la jeunesse. La mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou et la Jeune Chambre internationale l'ont compris. Elles ont lancé une campagne dénommée Zéro hépatite B. On en sait plus avec Roger Bembamba et Zalissa Sanfo. Zéro hépatite B. La Jeune Chambre internationale lance ici une campagne pour l'éradication de cette maladie virale. Une éradication qui passe par un dépistage précoce, connaître son statut pour se traiter ou pour prévenir. Aujourd'hui, il serait 2 400 000 personnes infectées par le virus de l'hépatite B ou C, sans le savoir, selon les chiffres. La campagne Zéro hépatite au Burkina est une initiative de la Jeune Chambre internationale Ouaga Elite. Et cette initiative, nous l'avons commencée l'année passée, où il y a eu la première édition. Ce que nous recommande le cadre d'ICI des citoyens actifs, c'est d'essayer d'évaluer en tout cas nos actions pour voir si nos actions ont eu l'impact que souhaité. Après évaluation, il s'est retrouvé que c'était bien ce qu'on a fait. On a fait les dépistages l'année passée, on a fait le vaccin, la première dose l'année passée. Mais il était encore plus intéressant d'aller au-delà de ça. Proposer des traitements préventifs complets aux différentes personnes qui seront prises en charge. La contamination, il faut noter qu'il y a plusieurs voies et cela aussi dépend du type d'hépatite. Alors l'hépatite A et E de façon générale, c'est la voie orofécale, c'est-à-dire que c'est des aliments contaminés, de l'eau contaminée et c'est ça qui va quand tu consommes ça, c'est ça qui va te contaminer. C'est essentiellement donc la voie sexuelle, transmission par le sang et la transmission mère-enfant pour l'hépatite B et l'hépatite C. Des conférences et des panels pour expliquer les causes, les traitements ainsi que l'ampleur de ces hépatites virales vont être donnés ici au cours de cette campagne dénommée Zéro hépatite B. Un mot de littérature dans ce journal. Le contrôleur de police à la retraite, Paul Sondo, se lance dans ce domaine avec son premier roman intitulé L'aube du sort sacré. C'est une œuvre autobiographique dont la cérémonie de dédicace s'est déroulée le 9 mars dernier à Ouagadougou. Une cérémonie à laquelle ont participé d'éminents hommes et femmes de culture et de lettres. Daouda Ouattara, Nathalie Sawadou, Nabaloum. L'aube du sort sacré, c'est la nouvelle œuvre autobiographique de Paul Sondo. L'auteur retrace dans ses lignes le parcours de Dozon, un jeune adolescent qui, face aux nombreuses difficultés de la vie, va s'armer de courage et se battre pour réussir. Le message que je fais passer, c'est surtout faire comprendre aux jeunes de ne pas baisser les bras et de ne pas croire que tout est scellé. Et de ne pas croire que c'est parce qu'on est d'une famille, qu'on est ici d'une famille très riche qu'on doit être riche ou qu'on est issu d'une famille pauvre qu'on doit demeurer pauvre. Non, dans les deux sens, c'est un comportement. Voilà. Il faut que vous êtes dans une famille de riches et que vous vous comportez à quelqu'un qui ne peut pas pérenniser, vous êtes obligé de rejoindre la famille des pauvres. Et si vous êtes également dans la famille des pauvres, que vous vous battez pour vous en sortir, vous allez rejoindre la famille des riches. Donc c'est pour dire que rien n'est absolument gagné, rien n'est aussi absolument perdu. Le livre nous enseigne qu'il faut être persévérant, il faut être tenace et il faut à tout cela ajouter la foi pour pouvoir évidemment aller de l'avant. Et c'est un livre vraiment que je conseille surtout aux plus jeunes de lire pour pouvoir avoir une autre vue, une autre perception de la vie. L'auteur envisage donner dans les années à venir une suite au présent ouvrage qui aura pour titre Le crépuscule du sort sacré. L'aube du sort sacré est disponible dans les librairies de la place.
Et voici une histoire qui mérite certainement d'être retracée dans une œuvre littéraire. Cette histoire nous apprend qu'il y a des liens étroits entre la royauté de Ouarghaï et celle de Boussouma, Ouagadougou, Wayuguya et Tenkodogo. Elle a été racontée à l'occasion d'une visite de courtoisie que le chef de Ouarghaï a effectuée chez le Dima de Boussouma. Des précisions avec Nongba Kouda et Ismaël Dilouma Sirima. Un cortège d'une centaine de personnes accompagne Naba Sanem, chef de Ouarghaï à Boussouma. À l'entrée du village, il est accueilli par les ministres du Dima de Boussouma. Après les salutations dignes de son rang, il est conduit dans une résidence de son hôte pour une pause technique. À midi, le chef de Ouarghaï est reçu au palais de Naba Sonré, le Dima de Boussouma. Occasion pour lui de décliner l'objet de sa visite. Ma délégation et moi sommes ici pour consolider les liens de fraternité. Comme l'a dit les notables de Boussouma, nous avons tous la même origine. Présentement, nous dirigeons des royaumes différents, mais nous demeurons des frères. La rencontre entre les deux chefs coutumiers a permis de faire un cours d'histoire des différents royaumes aussi. À la suite de ce cours, le Dima de Boussouma entrevoit des perspectives. Si Dieu le veut et si je le veux, je peux aller aussi à Ouarghaï. Quand on va se décider à y aller, vous le saurez. À l'issue de cette rencontre entre le Naba Sanem de Ouarghaï et Naba Sonré Dima de Boussouma, les deux chefs coutumiers appellent la jeune génération à toujours s'appuyer sur la tradition. Actualité à l'étranger, en Algérie, Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat présidentiel. L'information est tombée ce soir à travers une lettre que Bouteflika a adressée à la nation algérienne. Il ajoute que l'élection présidentielle est reportée à une date ultérieure. Coup de théâtre en Algérie, Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat. L'information a été diffusée ce lundi soir par l'agence de presse officielle. La présidence annonce également un report de la présidentielle initialement prévu le 18 avril. La perspective d'une nouvelle candidature du président Bouteflika a suscité un mouvement de colère en Algérie avec des manifestations organisées depuis maintenant près de 3 semaines. Une contestation qui a pris de l'ampleur avec un mouvement de grève nationale initié ce dimanche. Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, est rentré précisément ce dimanche en Algérie après 2 semaines d'hospitalisation en Suisse. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013, il est devenu quasiment invisible pour ses concitoyens. Des Algériens qui ont dit que cela ne pouvait plus durer et ils ont obtenu gain de cause. Retour au Burkina Faso pour la note stade de ce journal. Une des pionnières de la haute voltage s'en est allée le 7 mars dernier. Johanna Ouedraogo Rwamba fut la première femme directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle a été inhumée ce mardi, mais avant, ses proches et anciens collaborateurs ont livré des témoignages sur la vie de la femme battante qu'elle a été. Gérard Sommet, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Une des pionnières s'en est allée. Madame Johanna Ouedraogo fait en effet partie de la première promotion des jeunes filles du collège Notre-Dame de Kolgonaba en octobre 1955. Elle en est sortie en 1963, le bac en poche. 2 ans plus tard, elle fait son entrée à la Caisse nationale de sécurité sociale, dont elle a été la première directrice générale. C'est une femme de foi qui toute sa vie a été joyeuse, confiante en Dieu. Beaucoup d'épreuves, mais c'est en Dieu qu'elle a mis toute sa confiance. Sous la Révolution, elle a été licenciée, vilipendée, traînée devant les tribunaux populaires de la Révolution et elle a vu même ses biens confisqués. Heureusement, elle a été réhabilitée en 1997 par un jugement de la Cour suprême. Son souci du bien-être du prochain l'a amené à créer avec d'autres femmes l'entraide féminine voltaïque. Cette association a offert de meilleures conditions d'études aux filles de son temps. Elle a aussi permis à plusieurs femmes de s'initier au tissage, à la couture et à la broderie.
Ces enfants retiennent d'elle 3 choses. 1. Attentionner à tout le monde, aux problèmes de chacun. Deuxième chose, la foi. Troisième chose, maman était une battante. C'est une foule de grands jours qui l'a accompagnée à l'église Notre-Dame de Kolgnaba, puis à son domicile où elle repose désormais. Elle laisse dans la tristesse un époux, 4 enfants et plusieurs petits-enfants qui chériront sa mémoire. Eh bien, ce lundi, donc, Johanna Ouedraogo a été inhumée, paix à son âme, et beaucoup de courage à ses proches. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre à 21h, le magazine des sports dans une présentation de Jérôme Tsendrebego, puis le journal de 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTV.